Le même jour, vers 10 heures du matin, la concierge vit avec étonnement une voisine à qui elle ne parlait même pas, qui lui ramenait sa fille de l'école maternelle. L'enfant avait le cou raidi et comme allongé, par le pansement que sa mère lui avait mis le matin, parce qu'elle avait mal à la gorge. Ses yeux étaient brillants, son visage souffreteux. « On m'a demandé de vous la ramener et de vous remettre ceci. » C'était un billet de l'institutrice. « Votre enfant a des taches blanches dans la gorge et il importe de la coucher sans retard. Je vous conseille vivement d'appeler le médecin. » La concierge souleva sa fille pour la faire passer par-dessus le seau et le torchon qui étaient sur le seuil, et elle se demanda où la mettre. L'assit enfin sur une chaise qu'elle poussa près du poêle. « Reste là. » Il n'avait jamais tant plu. Cela fatiguait les yeux de voir l'eau tomber, crépiter, ruisseler sur le sol, et se faufiler partout, tout salir, tout détremper. Dans la cour, l'écoulement ne se faisait plus, et une mare grandissait de minute en minute. La concierge achevait de laver son seuil pour pouvoir fermer sa porte, et elle entendait derrière elle les pas de 2 hommes. C'était un commissaire qui était arrivé en taxi, et qui, depuis un quart d'heure, conférait avec l'inspecteur. Elle leur avait offert l'abri de sa loge, mais ils avaient refusé. Ils arpentaient le porche, de la rue à la cour, le col du par-dessus relevé, les mains dans les poches, et il y avait de longs silences entre leurs phrases. Enfin, le commissaire traversa le trottoir et regagna son taxi. Quelques instants plus tard, l'inspecteur entrait dans la loge pour se chauffer les mains au-dessus du poêle. Il reviendra tout à l'heure, avec le juge, et un mandat de perquisition. Et la concierge, qui s'était agenouillée devant son seuil mouillé, leva la tête tout en maniant son torchon. « Veux-tu rester là, toi ?» cria-t-elle d'une voix aiguë à sa fille, qui se glissait en bas de sa chaise. L'agent de service au carrefour avait revêtu son ciré et son capuchon pointu. Autour de lui, les camions évoluaient, bâches luisantes. Les piétons hésitaient à traverser la chaussée. Certaines vendeuses, aux petites charrettes, avaient un sac vide sur la tête, un autre sac sur les épaules. La crèmerie était en contrebas d'une marche, et depuis le matin, on perdait le temps à éponger l'eau qui dévalait du trottoir. La crémière était en sabots, Alice aussi. Elles étaient aussi exaspérées l'une que l'autre. Des clientes s'arrêtaient sur le seuil, voyaient l'eau et faisaient demi-tour. « Attendez !» criait la marchande. « On va essuyer ! Alice ! Alice !» Et plus le temps passait, plus ce glapissement s'envenimait. « Tu n'as jamais été aussi empoté qu'aujourd'hui. Ah, tu choisis ton jour. » La crémière était toute petite, toute ronde, fraîche et acide comme une pomme. Elle se tenait près du seuil. « N'ayez pas peur, je vais vous servir ici. » Alice était également empotée, distraite en tout cas, avec un drôle de regard morne et absent, qu'elle n'avait pas d'habitude. À chaque instant, on la surprenait à contempler la grisaille de la vitre derrière laquelle les passants semblaient inconsistants, comme reflétés par un mauvais miroir. « Alice !» Elle sursautait, traînait ses sabots sur le sol, pesait du beurre ou du fromage. 29 sous. À 10h30, l'inspecteur, qui s'était réchauffé dans la loge et qui avait boutonné sa gabardine jusqu'au cou, fit à nouveau les 100 pas sur le trottoir, et chaque fois qu'il approchait de la boutique, il lançait à Alice un long regard. La pluie ruisselait sur son visage. Mais cela semblait l'amuser, lui fouettait le sang. À 11h moins 10, la servante sortit soudain par la porte du fond qui ouvrait sur la cour. « Alice, où vas-tu encore »
Au petit endroit, cria-t-elle. Et quand elle revint, 10 minutes plus tard, elle avait la respiration saccadée. Tu aurais pu choisir un autre moment. Allons, serre Madame Rorive. Un cycliste fut renversé par un camion, à quelques mètres de l'agent. On le transporta au café du coin, tandis que le vélo tordu restait au milieu de la chaussée. Entre deux pesées, Alice regardait. Mais bientôt, le cycliste sortit en boitillant, l'air abruti, de la boue plein ses vêtements. Avec une démarche d'ivrogne, il s'approcha de son vélo, qu'il mit debout et disparut en le poussant devant lui. Émile était sur le seuil du café. « Je vais chercher la viande ?» questionna Alice. « Tu es folle. Quand il y a 6 personnes à servir ?» Et le temps passait. La pluie tombait. Les autos suivaient les autos sur la route. Émile était rentré dans le bistrot, et de temps en temps, il effaçait de la main la buée qui couvrait la vitre pour s'assurer qu'Alice ne sortait pas. « Maintenant, je prends 3 côtelettes ?» Elle se contenta de jeter son manteau vert sur ses épaules, sortit en courant et se heurta à l'inspecteur qui l'attendait au coin de la rue. « Pas ici, » dit-elle. Il tourna l'angle avec elle. « Je vous verrai ce soir ? C'est peut-être mon dernier jour ici. »« Oui, » souffla-t-elle avec impatience en regardant le café du coin. « Quand ? » ?»« Je ne sais pas. Je vous le dirai tout à l'heure. » Et elle s'élança le long du trottoir de la rue étroite et commerçante. Entra chez le boucher, attendit ses côtelettes, tournée vers la rue. Quand elle sortit, Émile était là, mais elle apercevait l'inspecteur au coin de la grande route. « Attention !» Elle s'arrêta à la vitrine du papetier et, sans regarder son compagnon, dit très vite: « J'ai tout mis chez lui. Il voulait partir avec moi et te dénoncer. » Elle s'éloignait déjà parce qu'il lui semblait que l'inspecteur l'observait. Elle lui sourit en passant devant lui et rentra dans la crèmerie, jeta son manteau au crochet, remit la monnaie de reste dans le tiroir. « Combien ?» questionna sa patronne. « 7 francs 25. » La gamine était enfin couchée dans un coin de la loge, et maintenant qu'elle était au lit, son visage était cramoisi, ses yeux fiévreux, sa respiration sifflante. Après le déjeuner, son frère n'était pas retourné à l'école. « Toi, essaie d'amuser ta sœur. » La concierge était exaspérée. Rien ne marchait. On traversait la cour sur des planches posées sur des caisses, et le plombier n'arrivait pas. Comme par un fait exprès, les encaisseurs succédaient aux employés du gaz ou de l'électricité. Et voilà qu'à 3 heures déjà, une auto s'arrêtait devant la maison. Le commissaire du matin en descendait en compagnie d'un monsieur maigre qui portait un faux col haut de 7 centimètres. L'inspecteur se précipitait vers eux, et ils causaient dans le porche. Ils avaient une discussion à n'en plus finir. Le commissaire ouvrait enfin la porte vitrée de la loge. « Vous avez une clé ?»« Non. Monsieur Hir l'emporte toujours avec lui. » Le commissaire referma la porte, et l'instant d'après, l'inspecteur relevait le col de sa gabardine et s'élançait dans la rue. Les 2 hommes qui restaient ne savaient que faire, ni où se mettre. Ils faisaient quelques pas, s'arrêtaient, repartaient, prononçaient de temps en temps une phrase, regardaient curieusement la loge, puis la cour inondée, le bâtiment de derrière. Ce fut le maigre à haut col qui ouvrit une seconde fois la porte. « Pardon, madame, vous êtes sûre, n'est-ce pas, que la nuit du crime, vous avez donné 2 fois le cordon à monsieur Hir ? Réfléchissez, c'est très important. » Elle était justement occupée à mettre une compresse humide au cou de sa fille. « Je crois que je suis sûr. »« Il ne s'agit pas de croire. »« Eh bien, je suis sûr qu'on a crié 2 fois le nom de monsieur Hir.
Il avait l'air souffrant. Le commissaire était de mauvaise humeur. C'était peut-être un effet du temps, car tout le monde, ce jour-là, était exaspéré. On entendit du bruit vers la porte. C'était l'inspecteur qui revenait avec un serrurier, et les 4 hommes s'engagèrent dans l'escalier. « Mais laisse-moi tranquille, toi !» cria la concierge en giflant son fils, qui ouvrait la bouche pour parler. Elle entendait quelque chose d'anormal. Elle sortit de sa loge et vit 4 ou 5 personnes qui regardaient la porte comme si elles attendaient quelque chose. « Qu'est-ce qu'il vous faut ?» Mais elle ne pouvait pas fermer. La crémière arrivait, familière. « C'est vrai que c'est le juge d'instruction et qu'on va l'arrêter ?»« Je ne sais pas, » glapit la concierge qui avait envie de pleurer. « Si vous croyez qu'il me met au courant... Jojo, empêche ta sœur de sortir du lit. » Il restait longtemps, là-haut, et 2 vieilles femmes qui habitaient le 3e étaient descendues, anxieuses, pour savoir. C'était interminable et impressionnant, comme quand un médecin s'enferme avec un malade et qu'on l'entend aller et venir sans deviner ce qu'il fait. Alice ne se montra pas. Elle gardait la crèmerie. Le chauffeur, de son siège, regardait les gens avec mépris. Enfin, l'inspecteur descendit, mais ce n'était plus le bon garçon qui aidait la concierge à faire le café. Il était affairé, ne regardait personne. « Où y a-t-il un téléphone ?»« Au bar du coin, c'est plus près. » Et il s'élança, important, laissant derrière lui un sillage de mystère. Il passa près d'Émile pour entrer dans la cabine et commanda sans s'arrêter. « Un rhum, en vitesse !» On n'entendit pas ce qu'il disait. Le commissaire et le juge étaient toujours là-haut, et le serrurier sortait avec sa boîte à outils sur le dos. On venait d'allumer les becs de gaz. Les autos avaient leurs phares. Mais il traînait encore un peu de jour. La concierge ne laissait entrer chez elle que les locataires. 3 femmes qui étaient debout autour du poêle, dans la pénombre. Il ne se passait rien. Il pleuvait toujours. Les lumières dessinaient de longs zigzags qui vivaient comme des bêtes sur le sol mouillé. C'est le moment que le plombier choisit pour arriver, et il fallut le conduire dans la cour, lui montrer la place de l'égout, lui apporter une chaise, puis encore des tenailles et une lampe. Il ne pouvait rien faire tout seul. La concierge était à peine dans sa loge qu'il la rappelait. À 5 heures, une auto s'arrêtait devant la porte et 4 hommes en descendaient, se dirigeaient vers la loge. Le commissaire qui émergeait de l'escalier les entraîna dehors tous les 4, sans rien dire. C'était l'heure où les locataires commençaient à rentrer, et, comme les femmes étaient dans le couloir ou dans la loge, ils s'y arrêtaient aussi, puis allaient jeter un coup d'œil sur la route. Le commissaire postait ses hommes, 2 à l'arrêt du tramway, puisque c'était par là que M. Hir arrivait d'habitude, un peu plus haut que la maison et un au coin de la rue. Il fit reculer les voitures d'une centaine de mètres afin de ne pas attirer l'attention. « Je vous prie, » dit-il en rentrant dans le porche, « de ne pas vous attrouper et de laisser à la maison son aspect habituel. » Il ne regardait personne. Il montait à pas lents et lourds. Au bar du coin, Émile buvait des petits rhums, s'approchait de temps en temps de la vitre qu'il essuyait de la main et y collait son front. Tout le monde attendait la même chose. Malgré la pluie, il y avait un groupe d'une dizaine de curieux sur le trottoir. Les gens allaient regarder de près les inspecteurs en civil que le commissaire avait postés et qui leur tournaient rageusement le dos. Même l'agent de la circulation, qui s'approcha d'eux, toucha son capuchon, fit un clin d'œil. « On le tient ? C'est le petit gros à moustache frisée ? Vous savez, il ne rentre jamais avant 7 heures. » Les tramways, presque vides tout à l'heure, arrivaient maintenant bondés, et les 2 inspecteurs,
se partageant la besogne, dévisageaient les voyageurs. À 7 heures, le commissaire descendit et fit lui-même le tour du carrefour. Dispersa un groupe qui se reforma 10 mètres plus loin. 6 tramways s'arrêtèrent. Les gens qui en descendaient fonçaient en courant dans la pluie. Il était 7h15, 7h20, 7h25. Humble et malheureux, le petit barbu arrivait à la police judiciaire et demandait au garçon de bureau « Le patron est ici ?» Il est allé à Villejuif pour une arrestation. À 8 heures, les tramways étaient presque vides, mais on en vit descendre l'inspecteur qui regarda ses camarades avec effroi. « Le commissaire ?» Il vient de remonter. Il ne marchait pas, il courait, s'époumonnait, et ses lèvres remuaient comme s'il eût voulu parler. Il passa devant la grappe humaine accrochée à la porte de la loge, buta sur la première marche, se ramassa et courut de plus belle. Des portes s'entr'ouvrirent. Tout petit qu'il fût, il faisait un vacarme. Enfin, il frappa à la porte de la chambre. Le commissaire ouvrit lui-même. Ils étaient là bien paisibles, dans le logement sans feu, et ils avaient gardé leur par-dessus. Le juge était assis dans le seul fauteuil, les pieds près du poêle mort. L'autre inspecteur, appuyé à l'angle de la table, se nettoyait les ongles. « Eh bien, je l'ai perdu. Il a passé une drôle de journée. D'abord, il s'est rendu à son bureau, mais, après être allé à la poste, comme il le fait chaque jour, Dans la crèmerie, Alice était penchée pour ramasser l'eau avec un torchon. Elle avait la tête vers la porte ouverte, et son corsage qui s'entrebâillait laissait voir un creux d'ombre entre ses seins. Elle se redressa soudain. Quelqu'un la regardait. Un homme était tout près d'elle, en pardessus noir, sous lequel on apercevait un plastron blanc et un petit nœud noir. « Donnez-moi !» Il désigna un fromage, tandis qu'elle s'essuyait les mains à son tablier. « Combien ?» Pour payer, il tendit la main, mit dans celle d'Alice de la monnaie en même temps qu'une enveloppe et sortit vivement. Dehors, il flâna un peu, regarda la maison voisine, essaya d'entendre ce qui se disait dans les groupes, mais, comme un tramway allait partir, il se précipita et le rejoignit de justesse. Le commissaire et le juge traversaient le trottoir tandis que leur voiture s'approchait. Le juge y monta seul et le commissaire, affairé, se précipita vers le bistrot, s'enferma dans la cabine téléphonique. Une locataire de la maison y était justement occupée à appeler le docteur, car la gamine respirait avec un bruit qui faisait mal à entendre. « Tu peux fermer !» cria la crémière de la porte. Alice fit descendre le volet, alla chercher les barres de fer dans l'arrière-boutique. Des gens se décidaient à rentrer chez eux pour dîner, mais redescendaient aussitôt. La route était presque déserte, si luisante que les rares autos s'y reflétaient. On percevait la sonnerie d'un cinéma situé à plus de 300 mètres, et quelques personnes qui ne savaient rien passaient sans s'arrêter. Au moment de rentrer dans la maison, Alice rencontra l'inspecteur qui lui dit très vite, tout bas, « J'essayerai de monter chez vous tout à l'heure. Ne fermez pas la porte. » Et il lui sourit gentiment. Monsieur Hir n'avait pas sommeil. Il n'aurait d'ailleurs pas eu la patience d'entrer dans une chambre, de se déshabiller et de se mettre au lit. Il sortait du cinéma avec la foule chaude qui l'enveloppait, et il la suivait. Il marchait dans la lumière et dans le bruit, s'arrêtait avec les autres au bord d'un trottoir, partait à pas pressés quand tout le monde repartait. Mais, petit à petit, le flot perdait de sa force, et il y avait des trous entre les gens qui disparaissaient dans l'ombre d'autres rues ou dans les bouches de métro. Il y avait des trous aussi dans la rangée d'étalages lumineux.
Monsieur Hir marchait plus vite, pressé d'être au matin, d'être à la gare, si pressé qu'il courait à moitié en agitant ses petits bras. Il n'avait pas faim, pas soif. Ce qu'il voulait, c'était ne pas laisser s'éteindre cette trépidation qui était née en lui, cette chaleur, cette bouffée qui le portait. Et il entra dans un porche plein de musique assourdie, poussa la porte matelassée d'un dancing. Ses narines se pincèrent de joie, de volupté, de triomphe. La lumière était éclatante. Il y avait du rouge partout, sur les murs, au plafond, dans les loges, et des corps nus peints en couleurs brillantes. Il y avait du bruit. Pas du bruit, mais une rumeur large comme le vacarme des vagues, soutenue par le glapissement joyeux des cuivres. Il s'assit en souriant, aussi éperdu qu'une danseuse qui a trop valsé. Il avait besoin de reprendre son souffle. Il regardait vaguement autour de lui, et il voyait des femmes, surtout des jeunes, des vendeuses, des ouvrières, des dactylos, qui trépidaient comme lui, parlaient avec fièvre, se levaient, s'asseyaient, dansaient, couraient. Un cumel, dit-il au garçon. Il était attendri, amolli par une bouffée de bonté sans borne, tandis qu'il regardait sans s'en rendre compte une femmelette toute mignonne, assise avec une amie à quelques mètres de lui. Elle était maigre. Elle avait un visage pointu, des lèvres minces, des yeux verts, des cheveux filasses. Elle portait un tricot à lignes bleues et rouges, sous lequel on voyait pointer deux petits seins très écartés, plus longs que larges, comme des poires pas mûres. Elle possédait un flair spécial pour deviner de loin, voire à travers toute la salle, ceux qui voulaient danser avec elle, et elle se levait aussitôt, allait à leur rencontre, levait les deux bras en même temps, tandis que ses jambes, pareilles à des allumettes, prenaient le rythme. En passant devant son ami, elle ne manquait jamais de lui tirer la langue par-dessus l'épaule du danseur. C'était pour lui-même que M. Hir souriait d'un sourire, qui n'était pas seulement sur ses lèvres, mais qui épanouissait son visage. Il souriait en la regardant, et, une fois qu'elle se rasseyait, elle le fixa en fronçant les sourcils, donna un coup de coude à sa compagne. Elles ne rirent pas. Il avait beau détourner la tête, il sentait sur lui leur regard sévère, soupçonneux. Il n'avait rien fait, il n'avait rien dit. Il n'avait fait que participer à la joie ambiante. Et voilà qu'en dansant, la gamine montrait M. Hir à son cavalier, qui l'examinait avec mépris. Il ne savait plus où regarder. Il n'avait pas touché à son cumel. Il fit un signe au garçon, qui s'approcha sans mot dire. « Combien ?» Il bombait la poitrine. Il prenait un air important pour tirer son portefeuille de sa poche. En attendant sa monnaie, il redressa ses moustaches et, déjà debout, il vida son verre d'un trait, non sans un haut-le-cœur. Le trottoir était désert. Un peu plus loin commençaient les lumières de Montmartre. M. Hir se secoua, non pour faire tomber la pluie qui détrempait ses épaules, mais pour dissiper ce drôle de malaise qui lui mettait comme un mauvais goût dans la bouche. Il revoyait nettement la gamine au chandail. Que lui avait-il fait? Et pourquoi, puisqu'elle riait avec tout le monde, ne riait-elle pas avec lui? Un portier galonné, son parapluie rouge à la main, arrêta M. Hir, le canalisa vers l'entrée d'un cabaret. « Par ici, l'endroit le plus gai de Montmartre, le champagne n'est pas obligatoire. » M. Hir n'osait pas entrer, n'osait pas non plus se révolter, et déjà on lui retirait son par-dessus quand il pensa au bon du trésor, le reprit vivement des mains du portier et prononça catégorique « Je le garde !»
Il fait très chaud. Enfin, si monsieur aime mieux. Il n'était qu'1 heure du matin. Le commissaire dormait, tout habillé, sur le lit de monsieur Hir, tandis que l'inspecteur, debout à la fenêtre, faisait à Alice des signes qui voulaient dire « tout à l'heure ». Elle ne comprenait pas. Debout au milieu de sa chambre, elle levait les épaules pour exprimer son ignorance. Puis, lasse de toutes ces singeries, elle passa sa robe par-dessus sa tête, retira sa combinaison, ses bas mouillés, frictionna ses pieds nus avec la serviette pour les réchauffer.